Oui. Je reste au milieu. Donc c'est le signe où il faut rester. Bon. Vous pouvez poser les vestes si vous voulez. Je sais que le. Ouais, c'est limite, ouais. Voilà. Encore? C'est bon? On y va? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au château de Port-Loup, donc à la salle Pierre Mendès-France à Yzeure. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, pour le Up et Rose. Up et Rose, donc vers la transition, action et initiative autour de l'impact, initiative solidaire. Donc on est ravis de vous accueillir ce soir. Il y a des gens qui vont arriver petit à petit. Donc là, il est 18h36. On est dans les temps, donc pour qu'on puisse passer un moment ensemble. Donc Up et Rose, c'est aujourd'hui mardi 23 novembre, donc on essaie d'en organiser assez régulièrement. C'est le troisième depuis cette année, puisque nouvelle version, puisqu'il y a des Up et Rose, il y en a eu par le passé sur Moulins, donc il y avait des initiatives notamment à l'espace de coworking, à l'époque organisé aussi par les jeunes de Bouge-toi Moulins. Et on a décidé, avec Marc Auvergne, de reprendre un petit peu l'initiative et de relancer sur le territoire ces after-work inspirants, si on peut dire ainsi, dans lesquels on met en avant des initiatives, des actions du territoire, pour montrer que le territoire bouge et qu'il y a des acteurs qui ont envie de parler, de mettre en avant leurs initiatives. Un Up et Rose, c'est quoi? C'est un événement inspirant, donc comme je disais, porté par Marc Auvergne, qui est un label, donc un label, une marque déposée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a toute une organisation et nous sommes ravis de pouvoir mettre en place ce genre d'initiative à Moulins particulièrement. Des Up et Rose, il y en a un petit peu partout à travers l'Auvergne. Il y en a sur Clermont-Ferrand, il y en a à Murat, il y en a à Issoire, je crois de mémoire. Enfin bon, il y en a un petit peu partout sur le territoire. Il y a des initiatives aussi qui se lancent de temps à autre sur Vichy. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer que sur le territoire auvergnat, nous ne sommes pas enclavés, qu'il y a ces initiatives mises en place. Donc un Up et Rose, c'est un temps, un lieu qui permettent de tisser du lien, de partager des réussites, de soutenir des actions devant la vitalité de l'initiative locale. Donc on est bien dans ce cas de figure-là. À Up et Rose, il y a un slogan qui est mis en avant, c'est l'afterwork des irréductibles optimistes. Et Dieu sait qu'il faut être optimiste en cette période un petit peu compliquée dans laquelle nous vivons. Et l'objectif, c'est ça. Être optimiste, c'est de se dire, voilà, sur les territoires, il y a des actions. Ça peut peut-être me donner envie de faire quelque chose. Peut-être j'ai envie de parler de mon initiative, de mettre en avant mon association, voilà, de ce qui se passe véritablement sur le territoire. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on organise des Up et Rose, ça a toujours été des moments très inspirants, très intéressants. Et ça donnait envie à d'autres personnes de venir par l'initiative, de lancer une idée, de donner une actu, parce que c'est aussi ça l'objectif. Et c'est aussi parfois même de tester une idée. Voilà, on a une idée, et parfois on aimerait bien pouvoir la mettre en avant. Et dans ce cadre-là, c'est les moments aussi qui sont donnés pour pouvoir prendre la parole. Donc chaque soirée donne la parole à des pitchers ou pitcheuses, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement. Donc un pitch, c'est une courte présentation de 3-4 minutes. Donc les gens disposent de 3-4 minutes pour présenter leurs initiatives, leurs actions. L'objectif, c'est vraiment dans un temps court de donner l'essentiel, l'actualité ou de l'info qu'on a envie de donner, ou d'expliquer ce qu'on amène comme action. Et ensuite, l'objectif, c'est dans le cadre d'un échange autour d'un verre, de pouvoir continuer à partager, à réseauter. Donc c'est des retours d'expérience, c'est des mises en avant d'initiatives, qu'elles soient professionnelles ou associatives. Donc c'est vraiment ce temps-là. Donc suivra ensuite un apéro convivial qui vous est offert par Marc Auvergne pour prolonger l'échange, développer les contacts et évidemment votre réseau. Donc n'hésitez pas à garder contact, à échanger vos cartes, vos numéros. Donc c'est ça aussi l'objectif. Donc moi je suis Gilles Boireau, je suis animateur bénévole et organisateur des Up et Rose donc sur Moulins, déjà depuis quelques temps. Donc on a pu en organiser un cet été
dans le jardin du Clos de Bourgogne, donc l'hôtel-restaurant qui est basé à Moulins. On a pu en organiser un donc fin septembre à la halle d'Avermes, donc sous la halle d'Avermes. Donc c'était un événement très très intéressant puisque on a pu mettre en avant plutôt des porteurs de projets, d'initiatives du territoire très très largement. Et on s'est dit, cette fois-ci, ça serait intéressant qu'on puisse parler de la transition. Parce que la transition, c'est important, c'est un mot qu'on entend toutes et tous, et je pense qu'il va falloir qu'on l'imprime, et quel que soit dans le domaine d'activité que l'on soit. Donc moi, Gilles Boireau, je suis conseil indépendant en pilotage de projet, donc j'accompagne aussi des porteurs de projets de manière indépendante, donc on me sollicite assez souvent sur des actions associatives, sur des montages de projets, on me demande des conseils, et je suis aussi le porteur, l'initiateur du projet Péniche à Moulins, donc il y a l'idée de créer un futur tiers-lieu sur les berges de la Lie à Moulins, donc un projet qui se construit tranquillement, qui avance de manière collective. Et donc grâce à cela, on m'a identifié un peu comme un rôle de facilitateur de territoire et de pouvoir collecter autour des réseaux, autour de l'économie sociale et solidaire, autour des tiers-lieux, autour du milieu associatif, autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là, très modestement, que je présente les EP Rose. Y a rien, je dirais que j'ai rien à gagner de plus que de vouloir mettre en avant le territoire, parce que c'est l'objectif aussi de montrer que sur Moulins et son agglo, il y a de belles choses. Donc je suis le relais local tout simplement des EP Rose. Donc je tenais, avant qu'on ne commence, à remercier la mairie d'Yzeure pour la mise à disposition de cette belle salle. Donc ça, c'est un vrai atout, parce que c'est aussi ça, l'objectif des EP Rose, c'est de pouvoir aller sur tout le territoire, l'agglomération, et d'aller à chaque fois dans un lieu assez différent, pour éviter d'être toujours dans le même endroit. Donc Clos de Bourgogne, Avermes, je pense que l'année prochaine, on a ciblé d'autres endroits aussi intéressants sur le territoire. Je remercie particulièrement Christelle Chassin, qui est la directrice de l'action sportive, culturelle et solidaire de la mairie d'Yzeure, qui tout de suite a compris le principe et qui a accepté de nous prêter la salle bien volontiers. Et je remercie M. Perrin aussi, qui a bien volontiers joué le jeu en nous prêtant cette salle gracieusement. Je remercie évidemment la marque Auvergne et le label de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la confiance accordée, particulièrement Jessica Lamponi, qui est la chargée, l'assistante de communication, avec qui on échange beaucoup et qui, elle, effectivement, diffuse l'information, partage sur les réseaux. Je remercie aussi particulièrement le média clermontois aujourd'hui présent, avec la présence de Pauline, rédactrice en chef et journaliste, au média Le Connecteur clermontois. Donc vous allez être filmé aujourd'hui, les pitcheuses vont être filmés, et ensuite on relaiera via tous nos réseaux locaux. Donc c'est une belle vitrine et une manière de communiquer assez chouette. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la transition, initiative à impact et action solidaire, donc un bien grand mot. Et l'idée, c'est que la transition, c'est quoi? Je suis allé chercher tout simplement la définition sur le dictionnaire. Tout simple, c'est un état à degré intermédiaire, passage progressif entre deux états, ou entre deux situations. Passer sans transition de l'enthousiasme à la fureur, passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Donc la transition, elle peut être évidemment énergétique, écologique, environnementale, c'est clair. Vous avez vu voir, on a mis sur nos affiches un peu de vert, c'était pour montrer aussi qu'on a besoin de parler un peu de vert en ce moment. On peut parler de biodiversité, d'économie circulaire, de lutte contre l'obsolescence programmée, du recyclage, mais on peut parler aussi d'emploi et de solidarité. La transition aussi, elle est là. On peut avoir à un moment donné envie de changer de carrière, et on est dans une phase de transition et envie de rebondir. Donc c'est aussi ça, la transition. Donc la thématique, elle est tellement d'actualité qu'on se devait que de la mettre en avant, et donc c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de parler de la transition en général. Donc il y a plusieurs belles initiatives sur le territoire que je souhaitais vous présenter et qui vont se présenter à vous. Donc on a 7 initiatives, 7 porteurs pitcheuses. Voilà. Donc je dirais, pour faire beaucoup plus simple, et je vais laisser la parole maintenant à nos pitcheurs, pitcheuses, donc sans transition, on va dire, parole à nos pitcheurs et pitcheuses aujourd'hui. Donc chacun et chacune a 3 minutes. Il y a un petit jeu de questions-réponses. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait vraiment de l'échange et c'est vraiment bienveillant. D'accord? Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes curieux et ensuite à échanger entre vous dans le cadre du petit apéritif qu'on organisera ensuite. D'accord? Alors, notre première pitcheuse du jour, je vais appeler Maryse Brossat, donc pour la fresque du climat, que j'ai rencontrée dans le cadre de la route des tiers-lieux cet été. Et j'ai trouvé l'initiative fort intéressante, donc je l'ai invitée à venir pitcher aujourd'hui donc leur initiative, la fresque du climat. Voilà, donc, allez-y Maryse, à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre ici. Oui, voilà, je vais me mettre ici, voilà. Je vais poser ça là. Parlez assez fort, comme ça. Là sur le papier, voilà. Donc écoutez, bonjour, donc je suis Maryse Brossat, je représente la Fresque du Climat, c'est une association nationale
mais qui a des référents locaux et des référents départementaux. Donc moi je suis une des référentes Auvergne et la référente pour l'Allier. En fait, l'objectif de cette association, c'est de sensibiliser un maximum de personnes et d'organisations à la compréhension du changement climatique, de ce défi climatique et de comprendre les causes et les conséquences, de façon à les engager dans l'action, à saisir l'urgence de cette action et donc engager des actions constructives. Alors pour ce faire, on utilise un outil, un atelier collaboratif qui va avoir pour support un jeu de cartes. Donc je vous ai apporté le jeu de cartes. Donc on a des jeux de cartes adultes, on a des jeux de cartes enfants. Ce jeu de cartes donc est un support très visuel et en fait toutes les données de ce jeu de cartes sont tirées d'un outil de référence du rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC. Donc les données ici sont purement scientifiques et sont surtout validées par toute la communauté internationale, puisque c'est ce rapport du GIEC qui sert aux décideurs à faire leurs choix politiques et économiques. Donc cette fresque du climat, c'est un outil neutre et c'est un outil objectif. Dans ces cartes-là, on n'a pas de solution, on a juste des faits qui sont issus de ces rapports du GIEC. Alors comment ça s'organise? L'atelier va durer 3 heures. Pendant 1h30, les participants sont autour d'une table par groupe de 5 à 8 et ils vont réfléchir collectivement, c'est un jeu d'intelligence collective, de façon à positionner ces cartes et d'établir entre elles des liens de causes, conséquences, pour comprendre ce dérèglement climatique, pour comprendre les causes, les mécanismes et les conséquences. C'est vraiment un atelier collaboratif et c'est ça qui fait l'intérêt de ce jeu parce qu'il s'adresse à tout public, aussi bien des novices que des connaisseurs. Tout le monde va y trouver sa part et tout le monde va apprendre des choses. Il s'adresse au grand public, il s'adresse aux élus, il s'adresse aux entreprises, aux collectivités locales, aux scolaires de l'école primaire du CM2 jusqu'aux étudiants. Donc à l'issue de cette phase de mise en lien des cartes, on va avoir une petite phase de créativité où les gens vont s'approprier tout ce qu'ils ont découvert. Et surtout après, on a pendant 1 heure un débrief où on va faire émerger les émotions que ça a suscité, parce que ça peut en susciter pour certains d'assez violentes de découvrir tout ça. Et surtout après, on va débattre de façon sereine, de façon constructive, pour voir quelles pistes d'action on peut faire au niveau individuel ou au niveau collectif. Voilà. Et l'objectif, c'est de mettre un petit peu tout le monde en action, que ce soit le particulier, que ce soit les collectivités locales. Donc on a une version adulte, une version junior, on a une version aussi quiz, mais qui est plus pour, pour attirer vers cet atelier-là. Voilà. Donc ce que je peux vous dire par rapport à ça, ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui j'étais par exemple au lycée agricole, au lycée du Bourbonnais, et donc des enseignants ont fait la fresque, je les ai formés, ils sont devenus animateurs et ils vont décupler ça auprès de leurs élèves. Donc l'objectif que l'on cherche, c'est vraiment décupler les animateurs de façon à ce que tout le monde devienne capable de sensibiliser les personnes de son entourage. Voilà, donc j'ai à votre disposition des cartes si vous voulez les voir, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Alors, moi, j'ai pas de carte de visite, mais par contre, vous pourrez me laisser votre adresse si vous voulez sur une feuille et je vous enverrai tous les renseignements. Merci. Maryse. Voilà, justement, on va revenir. Est-ce que vous avez des questions pour Maryse par rapport à cette présentation? Avancez-vous, voilà. Approchez-vous. Voilà. Oui, Camille? Après, c'est une question que moi j'avais posée, mais qui peut peut-être intéresser les gens. Du coup, cette formation, si on a envie de devenir formateur, on s'adresse directement à toi. Oui. Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, il faut avoir déjà fait le premier atelier, mais bon, vous l'avez fait. Hein. Donc, il faut avoir fait cet atelier découverte. Et après, c'est payant. Alors, tout dépend. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire après? Si c'est pour le grand public, c'est 35 €. Donc, c'est, voilà, 35 ou 36, enfin bon, voilà, dans ces eaux-là. Après, si c'est pour une entreprise, notre association, elle n'a aucune subvention. Elle ne vit
que de ce que des bénéfices, des formations, etc. Donc c'est gratuit, la personne qui a créé ce jeu la met gratuitement à disposition pour tout ce qui est enseignement. Par contre, les entreprises, les collectivités, c'est payant. Et donc après, ça dépend ce que tu veux en faire. Si c'est pour toi, c'est 35 €. Si c'est dans le cadre d'une formation que tu vas répercuter dans ton entreprise, ça va fonctionner un petit peu différemment. Voilà. Et je vais certainement faire une formation, parce que maintenant je peux former des animateurs, je vais certainement faire une formation en janvier, donc je t'enverrai si ça t'intéresse. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Merci Camille. Oui. Un peu plus fort. Y a-t-il d'autres questions? C'est une association, il nous est parlé d'association nationale. Oui. C'est-à-dire, juste donner un petit détail, comment ça se passe, Voilà, je retranscris là pour le micro. Voilà, donc est-ce qu'il y a Paris d'association? Oui, est-ce qu'il y a une association nationale? c'est une association nationale, mais on a des groupes départementaux et régionaux. On a un groupe Auvergne, mais si vous voulez, il n'est pas indépendant. L'association, elle est uniquement nationale, mais on a des référents et on est quand même autonome sur notre territoire. Voilà, donc on est pour l'instant 10 000 animateurs. L'association a été créée en 2018, il y a 4 ans. Sa progression est vraiment exponentielle. On est à 10 000 animateurs. On a fait faire la fresque à 240 000 personnes. Notre objectif, c'est de faire la fresque à 1 million de personnes d'ici 2022. Pour vous donner une idée, on avait fait faire la fresque à 150 000 personnes en février et il y a un an, c'était 100 000. Donc c'est vraiment en train de se développer parce que c'est un outil, ceux qui l'ont fait, c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas sur le mode descendant, sur le mode conférence, on est sur le mode participatif et échange. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce que justement, l'intérêt que ce soit une association nationale, c'est qu'elle a beaucoup plus de puissance et donc de possibilités de développement, peut-être chacun dans son petit coin. Alors elle est nationale et elle est internationale parce qu'elle est traduite en 25 langues et on est dans 40 pays. Et on a été retenu comme projet européen de sensibilisation à l'environnement. Il y a eu un appel à projet il y a 1 mois et c'est cet outil-là qui a été retenu. Donc je pense qu'on va avoir une visibilité encore plus grande au niveau européen. Et on était à la COP26 pour faire cette fresque au grand public mais aussi aux décideurs. On était dans les différentes zones de la COP26. Aussi bien la zone verte que la zone bleue. Pas d'autres questions? Bon voilà, on peut vous remercier Maryse, merci pour cette... Donc vous voyez, une belle initiative dans le fait d'échanger dans des événements. J'ai appris l'existence de cette phase du climat, puis petit à petit, vous voyez, ça fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'elle vienne aujourd'hui présenter. Et voilà, l'objectif, c'est que vous n'hésitez pas à changer après avec Maryse, laissez vos coordonnées si vous êtes intéressé par l'action. Donc deuxième pitcheuse du jour, je crois qu'on n'aura que des pitcheuses finalement aujourd'hui. Donc Camille Molinetti pour la fondation Le Pal Nature. Donc je l'invite à me rejoindre et à présenter son initiative, son action. Donc je te laisse. Pardon, voilà. Je vais m'écarter un peu. C'est vachement plus facile d'être assise et de dire c'est bien et de passer de l'autre côté. Ah oui, c'est voilà. Sur la feuille. Le premier truc, je vais mettre un chrono parce que sinon je peux parler jusqu'à minuit. Donc voilà, je vais quand même mettre le chrono des 3 minutes pour pas vous en mettre une pleine tête. Merci à vous pour cette initiative et merci à vous pour l'invitation. J'avais eu le plaisir d'être une pitcheuse il y a quelques années avec le Sictom Nord-Allier puisque je travaillais avant dans le milieu de la réduction des déchets. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec la fondation Le Pal Nature. On connaît bien le parc Le Pal puisqu'il est d'envergure régionale voire nationale. Et depuis 2008, en fait, Le Pal a une fondation d'entreprise qui juridiquement permet au PAL de faire un versement annuel de 60 000 €. Et en fait, cette initiative, elle est à l'origine de 2 personnes en fait. À savoir Arnaud Bennett qui est le PDG du PAL et Sonia Torchianov qui était la première vétérinaire au PAL qui n'est plus de ce monde. Donc c'est aussi une dédicace de continuer cette belle fondation depuis 2008. Et en fait on s'est rendu compte qu'à l'initiative de ce versement annuel, on a pu soutenir beaucoup de projets déjà dans un premier temps. Et on avait beaucoup de manifestations de soutien de la part du public, d'entreprises. Et en fait, on a doublé cette fondation avec ce qu'on appelle un fonds de dotation, juridiquement, qui nous permettait d'avoir de l'argent d'autres personnes que du PAL, puisque quand on est fondation d'entreprise, on peut vraiment recevoir que de l'entreprise.
Donc ça veut dire que ça a été un peu exponentiel. On a développé des choses pour recueillir de l'argent, mais autre chose que de l'argent aussi, de développer des moyens de sensibilisation. Donc en fait, la Fondation Le Pas Nature, c'est non seulement un réceptacle effectivement pour recevoir de l'argent et distribuer à une trentaine de projets, je vous parlerai de ces projets un peu plus en détail, mais c'est surtout une belle manière de sensibiliser les gens parce que vous imaginez bien qu'avec la particularité du PAL, on a un parc d'attractions et un parc zoologique, et si on fait le compte, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent que pour les animaux. Donc voilà, c'est aussi un challenge et un pari. Donc nous, tout au long de la saison, on organise des journées thématiques selon différentes espèces. Et on a une grosse journée aussi qui s'est déroulée le 10 octobre dernier, qui est la journée de la Fondation, et qui est vraiment une journée consacrée pour le coup à la partie zoo. On invite en fait toutes les associations qu'on soutient. Donc là, sur la trentaine d'associations, il faut savoir qu'il y a des associations qui sont internationales. On a eu la chance d'avoir une quinzaine d'associations présentes. Et on a développé aussi en parallèle un village du durable. Alors c'est ni plus ni moins la même chose qu'ici, mais physiquement. On a un village où on a une quinzaine de structures qui sont venues présenter leurs projets. Donc Maryse est venue présenter la fresque du climat. Vous verrez Mireille qui vous parlera de la Daterre qui était là également. Enfin voilà, j'ai des têtes un peu connues dans l'assistance et j'ai des nouvelles têtes, donc je suis ravie de parler de la Fondation. L'idée de la Fondation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un spectre assez large, c'est de soutenir à la fois, par exemple, une association qui s'appelle Atopic et qui va protéger les hérissons dans le Cher, mais on va aussi bien aider une association, par exemple, qui s'appelle Aweli, qui protège les tigres en Inde. Quand on dit... Ah, 3 minutes. On avait dit entre 3 et 4, hein. Oui. Ouais. Non, juste, je finis le point sur l'aide, ce qu'on fait en aide aux associations. En fait, généralement, les associations, on parle plutôt de projets in situ, c'est-à-dire sur place. En fait, quand on parle dans le milieu zoologique, le parc animalier, on va avoir des programmes d'échange européens, de protection de certains élevages. Donc, on travaille ex situ, et on travaille in situ avec les associations sur site. Et on va les aider justement à protéger les animaux, mais pas seulement. Parce que c'est bien beau de protéger les tigres, mais si vous n'êtes pas capable de protéger sa zone d'habitat, ça va être compliqué. Donc en fait, ils travaillent souvent sur 3 axes. L'animal, sa zone d'habitat, mais aussi la cohabitation avec l'humain, puisqu'elle devient de plus en plus compliquée. Avec notre vision, par exemple, d'Européens, on trouve très beau les tigres au Népal. Au Népal, ils ne sont pas super fans d'avoir des tigres qui se rapprochent des villages et qui peuvent éventuellement manger leurs détritus, voire des villageois. Donc vous imaginez que ce n'est pas du tout la même notion d'amour qu'on peut porter aux animaux là-bas, parce qu'en fait il faut vivre et cohabiter, c'est parfois difficile. On n'a pas la puissance d'aller sur place, donc on finance des associations qui sont sur place et qui peuvent faire ce genre d'action. Voilà, je pourrais parler jusqu'à minuit, donc j'arrête là, mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Camille. Y a-t-il justement des questions? Merci Camille. Oui, tu me disais Camille. Ah, pardon. C'est bien aussi. Non, mais s'il n'y a pas de questions, c'est que voilà, ça veut dire que c'était très clair. N'hésitez pas à échanger avec Camille. Bon, elle est quand même bien identifiée sur le territoire. La Fondation Le Pas Nature est suffisamment connue. Mais n'hésitez pas à échanger. Moi, j'aimerais une question quand même, Camille. Oui. Quand tu dis que vous soutenez des associations qui sont sur place, quand vous pouvez pas aller au Kenya, en Afrique, etc., qu'est-ce qui vous garantit la crédibilité de l'association qui est sur place que vous financez? Alors c'est mon travail. En fait, mon intitulé de poste, je suis coordinatrice des programmes, c'est-à-dire que au-delà d'organiser de l'événementiel et de récolter des fonds, je récolte aussi toutes les demandes de subventions. Donc je leur demande d'avoir tous les justificatifs, à savoir tout. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a des gens qui sont très forts dans la falsification des pièces, mais on essaie de se renseigner justement, comme il y a des associations qui sont présentes dans différents pays. Quand on a déjà une association qu'on aide, on essaie de se renseigner. Vous avez déjà entendu parler de cette association? Ah non, pas du tout. Donc ça nous met un peu la puce à l'oreille. Donc on va aller essayer de gratter, d'avoir des informations, mais on essaye d'obtenir des papiers officiels tout simplement. Alors souvent, c'est quand même des associations qui sont basées en France, donc ça nous permet une certaine transparence, point de vue bancaire notamment. Et on exige évidemment un rapport, un budget et aussi l'obligation de nous donner régulièrement des nouvelles. Donc en fait, on ne va pas donner de l'argent pour donner de l'argent. On donne souvent de l'argent en face d'un devis. Parce que, j'ai en discuté avec Mireille tout à l'heure, ne serait-ce que pour communiquer, si vous parrainez un animal, par exemple au PAL, il faut savoir que l'argent de ce parrainage va directement à la fondation et va directement vers une association.
Donc en fait, pour qu'on soit très transparent et communiquer auprès du public en vous disant merci, vous avez donné 10, 20, 30, je ne sais pas combien d'euros, ça a permis à cette association de faire ça. C'est-à-dire ça veut dire quoi? En fait, voilà, on a eu un devis, ils ont monté, je sais pas, une volière par exemple, etc. On a les photos, on a les devis, on a toutes ces preuves-là. Mais c'est vrai que ça demande un petit travail de vérification en amont. Et généralement, on a aussi le monde animalier est petit. Et donc chacun connaît un peu les associations. Et il y a des zoos qui envoient des gens comme moi directement sur place pour vérifier. J'ai pas encore eu le plaisir de faire ça, mais encore une fois, c'est pas du tout mon but dans la vie. Moi, c'est de récolter des fonds. L'idée qui pourrait peut-être se développer par contre, et ce qui s'est déjà développé, c'est qu'on envoie des soigneurs pour non pas vérifier, mais plutôt apporter leurs connaissances. Souvent, on se retrouve avec des associations qui ont des problèmes pour gérer, par exemple, l'électricité, parce que souvent, quand on parle de réintroduction animale, c'est très compliqué. On parle plutôt de sanctuaire, de préserver des animaux dans des endroits particuliers avant d'envisager de les relâcher dans la nature. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut le protéger, etc. Ils n'ont pas forcément toutes les connaissances techniques et les compétences. Donc là, on peut envoyer éventuellement un soigneur sur place. Mais ça reste encore rare et à développer. Combien d'associations financées? Une trentaine. Ouais. Sur des budgets très différents, ça peut être de quelques centaines d'euros à 10 000 euros sur des gros projets. Donc c'est très variable et encore une fois, on est fermé on n'est pas du tout fermé, mais on n'est pas du tout une banque non plus. Là, j'ai des fois des demandes qui me disent « Bonjour, on voudrait 10 000 euros ». Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, faut qu'il y ait quand même les tenants et les aboutissants pour qu'on puisse financer et être sûr justement de la bonne utilisation de cet argent. Voilà. Merci. De rien, merci à vous. Elle n'avait pas tort, elle pourrait en parler pendant des heures. Donc, merci à toi, bravo, par cette passion et cet engagement. Merci. Je vais appeler une autre personne, donc une jeune femme, Héloïse Camara, donc pour la boutique Illustre Locus à Moulins. Donc elle va nous expliquer comment elle fonctionne et où elle est située. Enfin voilà, elle va nous faire la présentation de son activité. Bonjour à tous, alors je m'appelle Héloïse Camara, j'ai ouvert la friperie Illustre Locus, oui je suis petite, il faut baisser, la friperie Illustre Locus il y a bientôt 1 an, ça se situe 19 rue de la Flèche et en fait voilà on retrouve des vêtements de seconde main, plutôt dans un style streetwear vintage et c'est des vêtements que je chine dans des associations, donc beaucoup à Commentry ou Manicourt ou à Moulins, donc ça reste vraiment dans le coin. J'ai aussi des particuliers qui m'amènent des vêtements, donc voilà, l'idée c'est de donner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie aux vêtements, donc ça tourne beaucoup, ça tourne dans le département pour l'instant, donc c'est cool. Et j'avais envie de créer un lieu avec où on peut chiner des beaux vêtements, où il y a une ambiance sympa, de la jolie décoration. Et j'ai fait un bac à appliquer à Jean Monnet. Donc j'ai fait des créations, des peintures, des collages, des illustrations que j'expose aussi. Et j'aime bien de temps en temps exposer d'autres personnes. Donc en janvier, j'ai eu Gauthier Bert qui est un photographe de Moulins. Et en ce moment, j'ai Inès Pinault qui est en études à Jean Monnet et qui fait des collages à partir de magazines qu'elle chine aussi. Donc voilà, ça reste dans le thème. Mais du coup, c'est intéressant et c'est important de consommer d'occasion, on le sait, parce que l'industrie de la mode, c'est dévastateur. Et là, on trouve vraiment des jolies pièces. Enfin, c'est vraiment un loisir de chiner et de trouver des pièces qu'on retrouvera pas sur d'autres personnes dans la rue ou dans tous les magasins autour. Moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Je m'habille pratiquement plus que d'occasion et j'adore ça. Et j'ai envie que de plus en plus de gens s'y mettent. Et c'était l'idée avec mon magasin parce que j'ai essayé de bien présenter les vêtements et que quand on rentre, on se dise pas c'est une friperie ou quoi. Il y a des gens qui pensent que c'est des vêtements neufs et c'est intéressant de convertir les gens qui ne sont pas habitués à consommer d'occasion à s'y mettre petit à petit. Et voilà, l'idée c'est de faire des choses avec des gens du coin. On a réalisé un clip avec 2 jeunes rappeurs de Moulins dans le magasin et voilà, on aimerait continuer à faire des petits événements comme ça si c'est possible. Si on a moins de Covid, ça serait pas mal aussi. Et voilà. Merci Héloïse. Très belle initiative, super. J'en avais entendu parler depuis un petit moment et je trouve que c'était intéressant de mettre en avant cette action, cette boutique. Y a-t-il des questions sur
Camille? Moi j'ai une question toute bête. Du coup, c'est votre principale activité, c'est-à-dire que Oui. vous vivez de cette activité, Oui. vous arrivez. C'est bon. Après là, je commence tout juste, donc on va voir comment ça marche. Ça va faire 1 an dans une semaine, mais c'est mon travail maintenant. Donc ça vous permet d'avoir un salaire, etc. Oui, c'est un peu compliqué. Là, pour l'instant, j'ai toujours mon ARE, j'ai Pôle emploi qui continue à me... Enfin, je continue à toucher mon Pôle emploi en fonction de ce que je gagne et tout, mais on va voir comment ça se passe, mais ça se présente bien. Et est-ce que on est sur Vinted ou est-ce que les boutiques aussi sur du numérique? Je m'y étais mis, il y avait Depop qui est un dérivé de Vinted, mais bon, c'est plus de niche, on va dire, donc j'ai arrêté. Vinted, ça marche bien, mais en fait, c'est du travail parce qu'il faut prendre chaque article en photo, comme c'est des articles uniques, il faut bien préciser tous les petits détails et tout, les envois, donc c'est beaucoup de travail, donc j'y le fais de temps en temps quand j'ai le temps et voilà, mais c'est beaucoup de boulot. Mais ça marche bien, Vinted ça marche bien et c'est cool. Alors, et j'ai une autre question, comment faire en remontant des stocks en fait? Parce que je suppose que si c'est toujours les mêmes vêtements, au bout d'un moment, et donc est-ce que l'idée c'est souvent ce qu'ils vont voir dans son Vinted et après on réapprovisionne? Oui, je tourne beaucoup aussi pour que les gens ils aient pas l'impression qu'il y ait tout le temps la même chose, mais oui, j'en mets sur Vinted, il y en a que je redonne en association pas mal aussi dans les vêtements que j'ai, donc voilà, ça circule, et après Vinted, je peux en donner à des amis ou quoi, et les braderies aussi, ça marche bien aussi les braderies, puis j'ai une petite caisse avec mes articles à 3 €, où les gens qui aiment vraiment fouiner, ils peuvent fouiner, ils aiment bien aussi, donc c'est cool. Petite question aussi, comment vous fonctionnez? Donc les gens, quand ils amènent les vêtements, ils vous les offrent ou vous les rachetez? Je les rachète directement. D'accord. Sinon c'est un dépôt-vente, mais du coup moi je rachète directement et je remets. D'accord, vous remettez, voilà, vous le rachetez directement, il n'y a pas de pourcentage sur la vente? Non, voilà, moi je leur donne directement. Voilà, vous leur donnez la valeur Parce que- estimée, d'accord. Parce qu'avant moi, c'était un dépôt-vente pour le coup, mais depuis que j'ai ouvert, j'ai eu pas mal de gens qui avaient donné leurs habits en dépôt-vente et où les dames elles sont parties avec les vêtements et tout, donc Voilà. ça m'avait l'air bien. D'accord, c'était compliqué. Ça a l'air compliqué, donc je préfère que les gens ils prennent leur argent, ils sont contents, ce qu'ils avaient Voilà. prévu de donner, au moins ils récupèrent un petit peu d'argent. D'accord, Et voilà. très bien. D'autres? C'est pas une question. J'ai acheté une robe et vachement bien. Ah merci, Ah bah voilà. c'est gentil. Un compliment, Ça ça me fait fait toujours plaisir, plaisir. oui, carrément, Ah, c'est c'est cool. chouette. Donc, 3 € aussi. Ouais, c'est cool, non, mais c'est cool, on trouve plein de trucs. J'essaye de trouver des petites pièces sympas qu'on trouve pas ailleurs, originales. C'est à mon goût, mais ça va, il y a de tout âge, ça peut plaire à tout le monde, hommes, femmes. Et j'aime bien aussi que ce soit les hommes ou les femmes, ils prennent des habits qui sont pas forcément pour leur sexe, quoi. J'aime bien quand on mélange et qu'on se pose pas de questions, quoi. Il faut essayer, et si ça nous va, c'était pour nous, elle était faite pour nous, et c'est parti. Alors, j'ai juste une question parce qu'on est quasiment voisines et je demandais à Camille où c'était situé parce que je suis moi place de l'hôtel de ville. Ouais. Et en termes de com, parce que moi je ne connaissais pas. Et Moi, comme c'est je suis une adepte de la seconde vie, Ouais. je ne connaissais pas ce magasin. Ouais, j'apprends tous les jours, mais il faut que le temps que ça se fasse, en même temps c'est normal, mais moi c'est beaucoup Instagram. Et après j'ai une clientèle c'est beaucoup des collégiens et lycéens, donc je pense qu'après le temps qu'ils en parlent à leurs parents, Ça etc. tombe bien, je suis en fin d'études lycée. Oui. Mais moi qui ne m'habille que dans l'occasion, je vous ai trouvé par hasard, parce que j'ai toute la vitrine était un peu particulière, et quand je vous ai dit mais pourquoi vous ne l'affichez pas, vous m'avez dit c'est volontaire, ce qui m'a Oui. fait réfléchir et je trouve ça super, parce que justement les gens qui ne sont pas... Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il faut un petit temps de... Mais tu l'avais connu comment, Camille? Ah bon, en passant le vent. Ah oui, d'accord, on passe le temps. C'est vrai, il faut passer rue de la Flèche. Je dis bah non, c'est pris. Puis en même temps, C'est vrai que pour les gens qui aiment le seconde main, c'est pas évident, mais ouais, c'était pour que les gens c'est pour que les gens qui ont des a priori, ils se disent pas, oh bah non, je rentre pas, c'est de l'occasion. c'est très bien. Du coup, tant mieux, merci, ça fait plaisir, c'est cool. Bon, j'aimerais voir. Eh ben ouais, c'est intéressant parce que vous êtes assez proches. Ah bah on est voisines, je vais y aller en rencontre. Allez, carrément en pyjama, mais moi je viens en Une pyjama. dernière petite question peut-être qui peut être intéressante aussi pour des gens qui se lancent. Vous avez été, je dirais, aidé par... Oui, j'ai eu les subventions de Moulin Communauté, oui, heureusement qu'il était là, et Cyril Martin, notre père à tous, heureusement qu'il était là, ouais. Trop motivé pour les projets pour les jeunes et tout, vraiment trop bien. Heureusement qu'ils ont été là, et c'est pour ça que j'ai fait ça à Moulin, c'est parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Ouais, vous avez été soutenu, Voilà, ouais, c'est d'accord. ça, C'est important de le préciser quand on se lance sur un projet sur une petite ville. Oui. Super. Merci. Merci.
merci de cette présentation. Donc n'hésitez pas à aller visiter cette jolie boutique. Hein, voilà. On va accueillir maintenant Mathilde Higginson, donc, qui représente l'association, la société, vous me direz, ABCE Recyclage et Réparelec à Neuvy. Donc voilà. En l'absence de Jean-Yves Dupuis, peut-être que vous connaissez, qui est assez connu sur le territoire. Donc, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà. Donc à Mathilde, je vous laisse la parole et puis à vous de présenter. Alors, je présente Mathilde Higginson, entreprise Réparelec. Je représente également mon collègue Jean-Yves Dupuis à BC2E. Donc, nous sommes basés à Neuvy. Nous sommes deux micro-entrepreneurs spécialisés dans la réparation de l'électroménager en pièces détachées d'occasion. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir des réparations à prix intéressant pour que les gens réparent plutôt que de remplacer leur machine par du neuf. Donc c'est pour ça qu'on répare essentiellement en pièces détachées d'occasion. On peut réparer en pièces neuves, mais dans ces cas, on ne fait pas les commandes de pièces neuves. Le client commande directement la pièce et nous, on facture seulement de la main-d'œuvre de réparation. Donc nous avons un stock de pièces détachées d'occasion assez impressionnant. Je crois qu'on est à peu près à 100 000 pièces détachées d'occasion. Donc basé sur un petit dépôt un peu plus loin à Poulandon. Nous cherchons un local pour nous agrandir un petit peu justement et regrouper la partie stock et la partie atelier. Nous avons également créé une association qui s'appelle l'AMES, AMES, Association de micro-entrepreneurs solidaires, donc qui regroupe pour l'instant nos deux micro-entreprises et un autre micro-entrepreneur qui travaille dans l'informatique. Et donc on a but de s'agrandir au maximum dans la réparation et dans le recyclage également, parce que soit les machines sont réparées, et si c'est pas possible parce que trop cher ou plus de pièces, dans ces cas les machines sont démontées et on recycle entièrement la machine. On ne jette que les plastiques, puisque pour l'instant pas recyclables. Donc l'association permet de regrouper des auto-entrepreneurs dans cette politique et aussi à terme d'accueillir des bénévoles qui souhaiteraient venir démonter avec nous, voir comment ça marche et faire même des ateliers de réparation, de sensibilisation, ainsi de suite. On intervient beaucoup aussi dans les journées avec le SICTOM, avec d'autres partenaires comme le Centre social à Jaligny pour faire des journées de petites réparations et sensibilisation. On intervient aussi au Fab Lab qui est à Averne maintenant en déclic repair tous les derniers samedis après-midi du mois. Donc en petite réparation d'électroménager, petit appareil électrique pour montrer un petit peu comment on fait, comment on démonte, comment on diagnostique. Voilà, on a plusieurs petites activités en plus. Merci Mathilde de cette présentation. Qui semble très clair, en tout cas, je ne sais pas si vous avez, je trouve que c'était très intéressant. Présentiez, voilà, on s'était connus dans le cadre d'un événement au Mazier. Tout à fait. Vous étiez en recherche de locaux, je crois. Toujours. Vous êtes toujours Vous avez des pistes là? Oui, on a trouvé un local sur Neuvy, parce qu'on aimerait bien rester quand même dans la communauté de communes de Moulins. Donc Neuvy, c'est là où on a notre atelier. Le problème, c'est que là, on cherche des financements pour pouvoir justement financer ce local, parce que c'est ce qui manque le plus. D'accord. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une activité qui pourrait être pérenne à l'avenir. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Voilà, il y a beaucoup de travail. Ouais. C'est pas une activité très lucrative, très rentable, puisqu'on est obligé de rogner énormément sur les marges en fait de temps passé. Parce que si on facturait à l'heure réelle, on ne pourrait pas réparer les machines, ce serait bien trop coûteux pour les clients. Donc on applique des forfaits horaires, 1, 2, 3, 4 heures suivant le matériel et suivant le temps qu'on va y passer, mais qui représentent moitié, voire tiers, voire quart temps que l'on passe sur les machines. Donc c'est pas une activité très rentable, mais bon après c'est un chouette boulot et il y a vraiment de la demande. Donc c'est vrai que si on peut avoir des locaux plus grands, on pourrait avoir une meilleure organisation en banc de test, donc faire plus de machines en même temps et donc peut-être être rentable à terme. Voilà. Oui, c'est l'objectif. C'est notre objectif. Après, c'est vrai que ça occupe quand même tous les jours. Mais pour l'instant, vous êtes que deux, plus le troisième qui est voilà. en mode informatique. Tout à fait. Moi, c'est ma 3e année. J'ai commencé janvier 2019. Et mon collègue, ça fait 14 ans qu'il fait ça. L'informaticien vient 1 à 2 journées par semaine, puisqu'il vient de Dompierre et il travaille beaucoup avec le Cactoire à Dompierre. Ah oui. Et puis, bon, on forme énormément de jeunes en stage. Enfin, on a vraiment pas mal de jeunes en stage. Et puis voilà, si on avait des locaux plus grands, on pourrait aussi accueillir, parce qu'on cherche un électronicien qui s'occuperait plus de ce qui est télé, hi-fi, multimédia, parce que moi je fais que de l'électroménager petit et gros et appareils portatifs maison et jardin. Donc ça va du lave-linge, sèche-linge, aspirateur, cafetière, micro-ondes, même perceuse, ce genre de choses. Mon collègue fait en plus tout ce qui est TV, hi-fi, multimédia et informatique.
Donc ça représente pas mal de choses et c'est vrai qu'on a énormément de boulot. Hein. Moi j'arrive assez bien à tourner, donc j'ai des délais en général de 1 à 2 semaines pour diagnostiquer. Mon collègue avec la télé informatique, il est sur 1 mois facile de délai d'intervention. Parce que des choses moins urgentes, on passe aux priorités aussi tout ce qui est urgent, type lave-linge, ce genre de choses qu'on ne peut plus trop se passer. Voilà. Donc ça marche quand même bien, il y a beaucoup de demandes, on ne fait pas de pub, on fonctionne que en bouche à oreille ou en journée de sensibilisation ou ce genre de manifestation-là, parce que comme ça marche bien et qu'on ne peut pas non plus accueillir plus, hein, on est un tout petit atelier, on travaille pour tout vous dire dans le sous-sol de chez mon collègue, donc tout le sous-sol est aménagé en atelier, donc c'est assez restreint pour accueillir des machines, donc c'est pour ça qu'on a un roulement assez courant, d'où la recherche active de nouveaux locaux. Voilà. Sachant qu'on fait aussi des récupérations en SICTOM. Donc on a des conventions avec la Nièvre, Lyon pour faire des récupérations chez eux, avec le SICTOM Nord-Allier aussi également. Comme ça on répare les machines, on récupère des machines, on les répare si possible et on les revend à un prix très très intéressant en occasion. Et si on ne peut pas réparer, on démantèle et on récupère des pièces détachées d'occasion. Et le reste est trié, la ferraille est recyclée, on trie 13 types de métaux différents. Donc du coup, un recyclage assez poussé, et puis on ne jette que les plastiques. Voilà. C'est notre philosophie en fait d'intervention. Bien, merci. Désolée pour ceux qui sont au fond, je ne parle pas très fort. On aura peut-être dû prendre le micro, je n'y ai pas pensé, mais effectivement. Hein. Et donc Mathilde, petite question, comment vous avez connu Jean-Yves? C'est dans j'ai vu un article. C'est un article, c'est comme ça? Ouais, en fait, moi, vous êtes présenté auprès de lui? Voilà, je suis en reconversion professionnelle. J'ai un BTS électrotechnique et puis une licence pro en génie électrique, donc j'aime bien l'électricité et tout ce qui y touche et j'aime bien aussi travailler de mes mains. Donc j'étais en reconversion parce qu'en bureau d'études avant et j'ai vu un article dans La Montagne qui parlait d'un réparateur en pièces détachées d'occasion et je suis allée avec l'article, j'ai frappé chez lui, j'ai fait un stage d'1 mois avec Pôle emploi et que j'ai poussé en stage bénévole sur tout le reste de l'année et j'ai ouvert ma boîte l'année d'après. Ça a été tout assez rapidement. J'ai rencontré la bonne personne, il m'a formé sur une petite année, on va dire, et je me suis lancée à mon compte. Et voilà, et ça fait 3 ans. Bravo, Ouais. félicitations. Bravo. Merci. Merci Mathilde pour cette belle présentation. Avez-vous des questions précises? Oui, monsieur? Est-ce que vous avez une partie où vous revendez du matériel de piano que vous avez à réparer? Voilà, est-ce qu'il y a une partie, je reformule la question pour le... Donc, est-ce qu'il y a une partie où vous prenez du matériel d'occasion, vous réparez du matériel? Alors, voilà, quand on répare, par exemple, dans des récupérations SICTOM ou des dons clients, parce qu'on dit aussi beaucoup aux gens, au lieu de jeter en déchetterie, apportez-nous directement le matériel. Donc, dans ces cas, si c'est réparable, on va réparer en pièces d'occasion et on va revendre au prix. Pour vous dire, un lave-linge, en moyenne, c'est une centaine d'euros. Voilà, ça peut être entre 60 et 120 euros, ça dépend vraiment de ce qu'on a fait sur la machine. Mais bon, pour vous dire aussi, on a une liste d'attente là, pour les lave-linges en ce moment parce qu'on n'a pas assez de dons ou de récupération. Et quand on ne peut pas réparer, du coup, on démonte et on récupère les pièces qui sont intéressantes et revalorisables, en fait. Donc on a une partie occasion et on a une partie réparation client. Au niveau du pourcentage entre ce que vous vendez en termes d'occasion et ce que vous réparez? Alors c'est très très variable, ça dépend de ce qu'on arrive à récupérer parce que bon, des fois on peut réparer mais c'est pas esthétique, donc les gens vont pas spécialement acheter, donc on va démonter. Je dirais que on est à 10-20% occasion pour 80-90% de réparation. Après, sachant qu'on a beaucoup d'obsolescence programmée maintenant, donc on fait pas mal aussi de sensibilisation pour le bon entretien des machines, et ainsi de suite, parce que sur les dernières années, on voit une obsolescence programmée monter en flèche. Et moi, autant j'ai commencé il y a 3 ans, sur les machines que je faisais, il y avait une machine sur, 10, 7 qui était en obsolescence programmée, autant maintenant, sur les machines qui ont moins de 5 ans, je suis à plus 1 sur 3, voire 2 sur 3 qui sont en obsolescence programmée. Donc c'est assez hallucinant ce qu'on voit tous les jours. Donc on sensibilise au maximum les gens à l'achat déjà aussi, on nous appelle des fois pour savoir quoi acheter, ce qui est de plus en plus dur. Et après on sensibilise au bon entretien, ne pas utiliser certaines lessives, bien faire des lavages un petit peu à forte température pour entretenir quand même les machines, parce qu'on a tous tendance à faire du basse température éco et c'est pas forcément bon pour la tuyauterie, quoi. Donc voilà, on sensibilise. Quand on répare aussi, on sensibilise par rapport aux pannes, et on dit aux gens un petit peu comment ils pourraient faire pour le faire durer dans le temps, au maximum.
Il y a une question, monsieur? Oui, c'était pour quand vous récupérez du matériel, on vous l'amène, vous dites qu'il y a des bacs, on le pose dedans. Alors, vu comment on est organisé, vu Voilà. l'atelier, non, vous nous l'emmenez, le mieux c'est de prendre rendez-vous, et puis on le réceptionne. Et voilà, le mieux c'est de nous l'emmener. Des fois on récupère, mais je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer non plus. Et quand on est, par exemple, quand c'est pour un client, on a des forfaits déplacement pour venir chercher une machine suivant l'endroit où il est, parce que c'est vrai qu'on passe pas mal de temps aussi ça nous fait perdre du temps en fait d'aller chercher une machine, donc on a un forfait déplacement. On applique un forfait diagnostic panne de 10, 20 ou 30 euros suivant le type de matériel. Et ce forfait diagnostic panne donc, nous permet de démonter, de tester et de voir ce qui est en panne réellement. Et si on répare, le forfait diagnostic n'est pas compté. On ne fait qu'une facture sur le temps passé et le matériel d'occasion. Et si on ne répare pas, on garde cet argent, 10, 20 ou 30 euros, pour rémunérer un petit peu le temps passé sur la machine. Bravo, je laisserai les coordonnées de Jean-Yves et Mathilde. Donc, elle a fait un petit visuel, donc n'hésitez pas à prendre les coordonnées et à les changer tout à l'heure. Mais merci Mathilde. Merci à vous. Donc il nous reste encore deux passages. On laissera la parole à Laurence tout à l'heure parce que j'ai un petit visuel à présenter, donc on branchera. Donc je vais donner la parole donc à Madame Beaupel, voilà, pour les entreprises éphémères pour l'emploi, donc une initiative qui a été mise en place dernièrement sur le territoire. Donc je vous laisse la parole, soyez les bienvenus. Parlez évidemment pour la Jordan. Alors, Vous pouvez vous mettre au niveau de la petite affiche par terre. Voilà. On est venu à deux parce que je ne suis pas du tout de la région et je suis venue spécialement pour vous de Normandie pour vous présenter le projet puisqu'on me l'a demandé. En revanche, je vais être assez courte. Je vais essayer d'être assez courte, mais je suis très bavarde et passionnée par mon projet, donc ça va être très compliqué. Mais je vais essayer et je passerai la parole à Nina qui est de Moulins et qui a fait partie de l'aventure pour vous en parler peut-être un peu plus sur le territoire. Les entreprises éphémères pour l'emploi, c'est un peu, et je le définis comme le cirque de l'emploi. On s'installe dans une ville avec notre chapiteau de cirque, entre guillemets, en tout cas le sourire. Moi, je suis le clown et pendant 7 semaines, on va recruter 50 demandeurs d'emploi, tous sur des métiers, des âges, des niveaux différents. On ne fait pas de sélection à l'entrée et donc là, on a recruté 50 personnes demandeurs d'emploi sur le territoire de Moulins. Pour participer à l'aventure qui a eu lieu en septembre-octobre. Voilà, donc là c'est terminé. Cette semaine où on va créer une entreprise fictive pour créer un emploi, pour chercher un emploi pour les 50 personnes. Donc chacun va être amené à faire des missions et des fonctions et monter en compétences dans l'entreprise pour chercher un emploi pour soi et aussi pour les 49 autres collègues. Voilà, donc on est à la 17e ou 18e édition et sur le territoire un peu plus large, on a déjà eu cette aventure à Clermont-Ferrand il y a à peu près 2 ou 3 ans et maintenant Moulins, on bouge de ville en ville, donc j'ai fait tout le territoire de France et je me déplace au fil du temps et en fonction surtout des financements. Voilà. Donc nous sommes financés par les conventions de revitalisation, ce sont les fonds des entreprises qui licencient économiquement et qui sont obligées de recréer autant d'emplois qu'ils en ont perdu en payant une subvention à l'État qui aide des porteurs de projets sur de la création d'emplois ou de l'aide au retour à l'emploi. Donc Nina faisait partie d'une des 50 associés dans l'entreprise éphémère. Donc chacun met 2 € sur la table en arrivant. Ils sont tous associés, c'est symbolique. Et au sein de cette entreprise éphémère, il y a 5 services. Un service RH dont faisait partie Nina qui s'occupe et qui est chargé de faire les CV, les simulations d'entretien et de candidater avec les uns et les autres. Un service face-à-face commercial qui est là pour aller taper à la porte des entreprises pour connaître les besoins en termes d'emploi et surtout aller chercher le marché caché et rencontrer les employeurs directement. Un service call center qui fait la même chose mais par téléphone. Un service web qui saisit l'intégralité des données et qui aide tout le monde à aller voir ce qui se passe sur le territoire, sur les différents sites internet et sur ce qui se passe sur le territoire en termes de veille économique. Et puis un service communication qui est là pour faire le buzz et Nina vous dira un petit peu
en quelques mots ce qui s'est passé en termes de communication sur le site de Moulins. Merci, Madame Bocquet, pour cette présentation. J'ai fait court, j'ai fait court. Je pourrais vous en parler des heures aussi. Alors, Nina. Donc, on avait un nom, donc Alliés et Talents. Donc, voilà. On a été, donc notre formation, c'était du 14 septembre au 28 octobre. On continue, après cette formation, on continue tous les mardis pour les volontaires de se réunir pour continuer de s'entraider à trouver du travail ensemble. On a eu la possibilité et la gentillesse de France 3 Auvergne d'avoir fait un reportage sur notre formation. On a eu également un article dans la montagne et dans la semaine de l'Allier. On a LinkedIn si vous souhaitez nous suivre. Donc Alliés et Talents ALT, je crois. C'est ALT Moulins. On avait quelque chose qui se passait très régulièrement. On avait ce qu'on appelait les open jobs, donc les entreprises qui venaient se présenter à nous et qui recrutaient. Et notamment, on a Losange dernièrement qui était venu et on a un de nos collègues qui a été du coup maintenant qui travaille là-bas. Et au bout des 7 semaines, on est quand même il y a 46% des personnes qui ont retrouvé comme un emploi. Sur plutôt du public chômeur longue durée, pas que, mais en grande partie. Donc voilà, les résultats, c'est à peu près 1/3 des personnes qui retrouvent un job dans les 7 semaines et 2/3 au bout de 6 mois après l'aventure. L'idée, c'est plutôt de travailler sur les savoir-être et surtout la remise en confiance, tout simplement, et la valorisation de soi. Y a-t-il des questions? Merci pour cette présentation, Nina. Y a-t-il des questions sur le... Oui, Antoine? Est-ce que chacun vient choisir sa spécialité? Quand vous parliez, il y avait un pôle RH, un pôle com. Chacun est volontaire pour choisir une spécialité ou alors c'est vous qui dirigez? Les deux. Je suis normande, donc les deux. En fait, la première semaine, on leur présente l'intégralité des services et on leur demande de faire 2 choix, un choix du cœur et un choix 2. Et on essaie, nous les coachs, donc on est 3 coachs pour animer l'intégralité des 50 personnes. On va choisir pour eux, en fonction de leurs 2 choix, en fonction de leur projet professionnel ou en fonction de là où on pense qu'ils vont apporter beaucoup au groupe ou qu'ils ont beaucoup à travailler pour mener à bien leur projet. Déplacé dans les pôles emploi de France pour faire le projet. Et vous êtes les 3 mêmes coachs tout le temps? Alors on n'est pas toujours les 3 mêmes coachs, j'ai 2 coachs qui peuvent tourner, mais moi j'ai fait pratiquement toutes les entreprises éphémères, 17 sur le territoire de France. Et en effet, alors on ne travaille pas qu'avec Pôle emploi. Nos partenaires pour sourcer les candidats quand on arrive sur un territoire sont Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, les points d'information jeunesse. Ça peut être les associations de quartier. Moi, quand je suis venue, j'ai mis des affiches à l'église, dans les églises, j'ai mis des affiches à la mairie. En fait, on essaye de mailler tous les partenaires pour nous sourcer des candidats. Et quand vous venez sur un territoire, j'imagine que vous travaillez en amont, déjà plusieurs semaines à repérer. Ça prend combien de temps? Alors, par exemple, là, je suis en train de travailler sur la prochaine entreprise éphémère qui va avoir lieu dans le 93, dans le 9-3, sur le territoire de Saint-Denis. Oui. Donc là, je travaille déjà dessus pour chercher des locaux, essayer de nouer tous les partenaires, Pôle emploi, Cap emploi, pour qu'ils portent la bonne parole. On anime des réunions d'information collective aussi pour sourcer les candidats. Et après, on prépare aussi tout le territoire avec la cueillette. Tout un cheminement avant. Donc là, ça va avoir lieu mi-janvier. D'accord. Et on commence, j'ai déjà commencé à travailler sur ça. Donc là, mi-janvier, donc ça veut dire que vous avez terminé là dans l'Allier et vous attaquez déjà, voilà, il y a ce laps de temps pour préparer tout ça. Oui, alors on n'a pas toujours ce laps de temps là, mais là, en l'occurrence, on l'a. D'accord, très bien, intéressant. Camille? Et du coup, c'est pas un tour de France, mais presque. Qu'est-ce qui détermine votre choix? Est-ce que c'est par rapport à un manque d'emploi selon des chiffres locaux ou c'est quoi qui détermine votre choix en fait? Alors il y a le financement, il faut déjà qu'on ait les fonds sur le territoire, mais il y a aussi, on essaye d'aller sur les zones où c'est compliqué en termes d'emploi. Donc on a été généralement sur des zones, pas soit en région parisienne, ou alors par exemple à Mourinx, c'est près de Pau, mais vraiment dans la banlieue. À chaque fois on est plutôt sur les banlieues, on était à Lyon, mais à Saint-Fond en fait, dans la banlieue lyonnaise et pas sur Lyon. Donc là où il y a des problématiques d'emploi, c'est clair. Et puis là où on est sollicité et aidé pour être accompagné au niveau des préfectures et des directions du travail. Et c'est plutôt eux qui portent le projet.
Donc si un directeur du travail sur un territoire, et ça a été le cas par exemple sur Moulins, est porteur du projet, apprécie le projet et a envie de le développer, il mettra tout en place pour qu'on arrive. C'est parfois pas le cas sur certains territoires. Mais du coup, il n'y a pas forcément de prospection de votre part, parce qu'il y a l'effet boule de neige, ça se... Pour l'instant, on n'a pas à faire de la prospection, ça va trop vite. Il y a une question? Est-ce que c'est vous qui avez porté ce projet au départ? Et si oui, comment est née cette idée d'avoir monté ce projet? Voilà, je reformule la question. Est-ce que c'est vous qui avez porté cette question au départ? Et si oui, comment c'est né? Alors, c'est pas moi. En fait, ce sont deux créateurs, deux personnes, dont une personne qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui se sont retrouvés dans la galère de l'emploi à un moment donné. Et puis, ont réussi parce que quelqu'un leur a tendu la main. Et ils se sont dit, en fait, à plusieurs, on est plus fort. Et en s'entraidant et en cherchant un emploi tous ensemble, et pour l'autre, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, en rencontrant directement les entreprises, ça fonctionne mieux plutôt que d'attendre que les entreprises viennent nous chercher. Voilà, donc ils ont créé ce concept et ils se sont associés après avec une équipe dont je fais partie pour développer ce projet, mettre en place des process tout au long des aventures. Et puis on fait aussi, il n'y a pas une entreprise éphémère pareille parce qu'on a des associés qui sont tous différents à chaque fois, c'est de l'humain. Donc voilà, on fait aussi avec les talents de chacun pour faire avancer les choses. Question. Peut-être une question pour Nina justement. Oui. Donc qu'avez-vous ressenti de cette expérience? Quelles sont vos... Pour moi en fait ça m'a permis de prendre un peu de recul parce que j'étais quand même en reconversion professionnelle. Ça m'a permis de pouvoir me poser, donc je sais un peu plus maintenant la direction où je veux aller. Et ça a permis aussi une reprise de confiance en soi, d'avoir un réseau également parce que de base je suis pas de Moulins, je suis de Chartres. Ah oui. Donc ça m'a permis de me faire des connaissances et voilà, donc de ne plus être entre guillemets seule. Et du coup c'est vrai que c'est quand même mieux d'être à plusieurs pour trouver du travail que toute seule. L'élan collectif vous a aidé à créer ce dynamisme. C'est ça. D'accord. Et quel est votre choix professionnel à venir? Là dans le social, ça serait plutôt conseillère d'insertion et d'ailleurs je suis en stage donc, du coup avec Madame Laurence Tate au mois de janvier. Très bien. Donc voilà. Génial. En fait, l'aventure continue, donc si vous voulez les rencontrer, moi je suis plus là, mais eux ils sont là. Pour ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi, ils se réunissent tous les mardis à la Chambre de commerce et d'industrie, qui continuent à leur laisser les locaux et ils sont prêts à vous accueillir quand vous voulez, si vous souhaitez les rencontrer. Ou échanger, ou aller les voir. Belle initiative en tout cas. Donc, j'avais trouvé ça intéressant dans le cadre de publication sur les journaux locaux, et donc c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'ils viennent témoigner ce soir. Et c'est vrai que pour la petite histoire, moi j'ai visité. Ouais. C'était une vraie fourmilière, une vraie entreprise avec des services qui n'étaient pas cloisonnés, évidemment. C'était open space, et c'était vraiment c'était pétillant. Voilà, c'était vraiment pétillant. Très chouette. Ouais, vraiment. C'est super, merci en tout cas de cette présentation. Dites-moi madame, allez-y. Un petit témoignage, je me permets, juste parce qu'en fait j'étais l'ancêtre dans le groupe. D'accord. Ma grosse difficulté pour retrouver un travail, c'était mon âge. Et en fait, grâce à la confiance en moi que j'ai retrouvée là-bas, avec le contact avec les autres, la confiance, etc., ce handicap-là est tombé. Chose que je n'aurais trouvé nulle part ailleurs. Comme d'autres handicaps. Bon, je travaille maintenant avec des personnes qui ont un handicap. Là, ça a permis de redonner confiance en soi. Et maintenant, j'ai des employeurs qui viennent presque me faire la courbette en me disant quelle expérience vous avez, c'est incroyable, vous arrivez à ça, vous en occupez, ça aussi, et tout. Pratiquement, ils me disent, mais vous avez 30 ans d'expérience, j'en ai que 15 ans. Comme quoi? Voilà, et on vient en gros me féliciter de mon âge et de tout ce qui paraissait être un inconvénient pour dire que c'est à la mesure de tout le monde, parce que quand tous ceux de notre groupe vont trouver un travail, ça paraît très difficile juste la veille, ça paraît infernal.
Et à partir du moment où on l'a, ça paraît comme évident. Parce que c'est difficile de trouver un travail, mais c'est d'autant plus difficile qu'on a les fausses idées qui sont véhiculées dans la société et qui font que c'est dur, et puis on met l'accent sur des choses qui ne sont pas les plus handicapantes pour trouver. Vous voyez, il y a un tas de choses qui sont comment je veux dire, qui sont d'a priori. Et pour ma part, j'ai trouvé aussi une autre chose. Dans tous les gens qu'on a rencontrés, qui sont venus faire des jobs, des open jobs, on en a eu beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie de la part des coachs pour nous faire connaître un tas de gens d'entreprises ici. Et alors, c'est par une boîte d'intérim que j'ai trouvé ce travail. Et j'ai découvert que les boîtes d'intérim travaillent dans beaucoup de domaines professionnels. Or, je croyais que c'était surtout les AV au bâtiment, etc. Et donc, paf, une idée préconçue. Et après, quand j'en ai parlé à d'autres personnes comme moi, ils ignoraient ça aussi, parce que ça va très vite, et maintenant, les boîtes d'intérim ont pris une place ou un rôle. On ne le savait pas. Et donc, dans l'entreprise éphémère, on nous a mis aussi au courant de plein de choses de manière moderne, mais qui ont été, on est dedans, et tout paraît plus, on n'est pas tout seul, rigide, devant des choses. On positive et on casse les codes et on ose en fait. Bon, en tout cas, votre témoignage est très intéressant. Je suis ravi que vous soyez venu aussi avec des... C'est concret, c'est pas parce que ce que je craignais, c'est que ce soit comme dans les formations où c'est un peu bisounours, où c'est comme et des pas concrets. Tandis que là, c'est du concret, bienveillant, et c'est pas que des mots. Bah, tant mieux. Bah, écoutez, merci en tout cas. Merci pour ce témoignage. Bravo. Vous voyez, on pourrait prolonger l'échange assez longuement. C'est une belle initiative qui méritait d'être mise en avant. En tout cas, merci cette action que vous menez sur tout le territoire. Dernier passage, donc Laurence, le temps d'installer un petit peu le matériel. Je vais faire mon talent comme les autres. Bon, allez, je te laisse. Freestyle. Ouais, je vais faire mon talent. Donc je vous présente Laurence qui travaille pour le point d'information jeunesse à Moulins, que vous connaissez sans doute tout et tout, le PIGE. Peut-être pas. Voilà, ou peut-être pas. Voilà. Donc Laurence va vous en dire plus et va parler particulièrement du frigo solidaire. Solidarité, Oui, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Voilà. Donc je vais me présenter. Donc Laurence du point information jeunesse. On est tout jeune, on est ouvert depuis 2009 en fait. Et on a deux types de publics qui arrivent sur l'agglomération. On accueille les jeunes. Alors on a selon la police et selon les syndicats. Théoriquement notre label est donc les 10-25 et en fait viennent chez nous en majorité dans les 15-25 et bien en fait chez nous en majorité je dirais plutôt les 18-65. Donc on est situé place de l'hôtel de ville de la mairie. Et notre devise, nous sommes deux, ma collègue Amalia qui ne peut pas être là ce soir, habitant Clermont, on a une devise au point information jeunesse qui est action-réaction. Pour ce faire, on essaye d'apporter des réponses, en tout cas aux problématiques qui s'ouvrent à nous à chaque fois qu'un jeune rentre dans la structure, puisque chez nous c'est sans rendez-vous, c'est open, et on essaye en fait de répondre à leurs problématiques. Il s'est avéré qu'avec la crise de la Covid, j'ai eu la chance, je le dis concrètement, de pouvoir aller travailler tous les jours et de rester en contact malgré les confinements, malgré les 2 années passées compliquées, d'être membre dans ma structure, parce que je suis un peu rebelle et ingérable, et que de faire du télétravail, ça n'était pas possible, et que je devais être là pour répondre à ceux qui étaient en galère. Parce qu'on a découvert la précarité étudiante au mois d'avril par certains politiques qui s'en sont inquiétés, alors que nous, sur notre territoire, on avait des étudiants qui n'avaient plus de job, qui n'avaient pas la possibilité de retourner chez eux, les parents étaient en chômage partiel, il y avait des belles histoires, il y en a eu quelques-unes compliquées, et il faut savoir que notre territoire accueille 1300 étudiants post-bac. Donc autant vous dire que ça vous fait du people à gérer, mais aussi certains qui avaient eu le temps de rentrer, parce je vous rappelle qu'on avait revécu de confinement.
Et là, on s'est trouvé face à des gens qui étaient en alternance également et qui n'avaient plus de job, plus de fric. Et donc, plus rien à manger. Et moi, je les avais au téléphone, ils passaient dans la structure et ils avaient vraiment plus rien. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on réagisse. Et on a travaillé avec des associations, d'abord caritatives, le Secours Populaire, qui est une association de cœur pour nous, parce qu'on est dans l'instinctif et dans l'action-réaction, où ils n'avaient pas de moyens de transport pour aller chercher les paniers solidaires, etc. Le Secours Populaire prenait les adresses, allait leur chercher à manger en plein confinement. Enfin, c'était assez en même temps, assez quand même pétillant et joyeux, parce qu'on apportait des solutions. Et puis à la suite de ça, on s'est dit, sur notre structure, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Alors après, nous, on est un peu, avec ma collègue, un peu des fox terriers. Tant qu'on n'a pas notre proie, on continue à courir et puis à chercher. On a monté des dossiers de subvention, en veux-tu, en voilà. Et on a rencontré des gens formidables qui nous ont soutenus dans cette opération, et notamment l'association Anne de France, qui nous a suivis pendant quasiment 2 années, parce qu'au départ, on s'est dit, on va monter un espace solidaire au sein des établissements post-bac. Ça, c'était ce qu'on voulait faire. C'était notre souhait. Et puis après, il y a la réalité. Il y a ceux qui... Non, ça va être compliqué, la gestion, le truc, le bazar, oui, alors là, comment on va faire? Il y avait des établissements qui étaient vraiment très ouverts, mais en fait avec une hiérarchie un peu réfractaire. On s'est dit, ok, on ne peut pas le faire dans les établissements, on va déplacer le problème, on va l'accueillir. En fait, on a acheté un frigo solidaire, et puis on s'est rendu compte que les jeunes qui rentraient, pas seulement les étudiants, puisqu'au départ, nous, on s'en était aperçu au niveau des étudiants, on avait des gens qui étaient accompagnés par des structures, notamment d'insertion, de réinsertion, et qui étaient dans une grande précarité. En fait, maintenant, on a monté notre frigo solidaire avec des dons personnels qui arrivent régulièrement sur la structure. On a une dame 10 heures qui n'a pas d'enfants, de petits-enfants, et qui vient régulièrement tous les mois apporter des produits d'hygiène. Donc de la nourriture, on est passé aux produits d'hygiène. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, alors c'est compliqué, mais un dentifrice, une brosse à dents, des serviettes hygiéniques, ça coûte la peau des fesses. Et qu'à un moment donné, certains se disaient, ah ben non, ça va pas pouvoir, ça c'est pas possible. Et ben entre la bouffe et le savon, je prends la bouffe, quoi. Voilà, et c'est la baguette de pain. Donc là, on s'est dit pareil, il faut qu'on cherche là-dessus. Donc cette dame apportait régulièrement. On a eu un don solidaire d'une association qui a voulu rester anonyme, que je ne connaissais pas, et qui en fait nous a offert un budget, et qu'on a pu aller récupérer sur une association qui s'appelle Don Solidaire, quelques palettes de produits d'hygiène, de dentifrice, de mousse à raser, de déodorants, de douche, qu'on a pu entreposer au Secours Populaire parce qu'on n'avait pas du tout la place au point information jeunesse. Et on offre donc, on a installé dans notre structure l'espace hygiène, l'espace produits secs et l'espace en fait alimentaire. Et de là, de bouche à oreille dans le quartier, on a par exemple Terre de Malice, pour ne pas le nommer parce qu'ils ont été des premiers à venir nous soutenir, Terre de Malice, Olivier Morfin et Anne Lamartine, qui viennent régulièrement apporter des choses qu'ils ne peuvent plus mettre en vente, que ce soit des légumes, des fruits, de la viande, etc. On a sur le même quartier la Terre de Bourbon, le magasin qui est juste en face, qui pareil apporte, alors lui, plutôt des sucreries et plutôt du chocolat, des choses qui font du bien, qui coûtent cher et que forcément les jeunes n'achètent pas forcément. On a la jeune association qui s'appelle Mousse, qui vient de recevoir dernièrement des jeunes créateurs qui viennent de s'installer sur Moulins et qui confectionnent des savons. Ils sont ici présents. Ils sont où? Je les vois pas. Ah, j'ai bien fait de parler de toi alors. Et qui sont venus tout à fait vraiment très spontanément au pige en disant voilà, on a des savons, on vient de lancer notre marque et félicitations parce qu'ils ont obtenu le dernier prix de la CCI sur le fait on vous laisse des savons pour les jeunes et puis ils viendront se servir. Et il est revenu il n'y a pas très longtemps pour dire en fait on a des copeaux de savon qu'on ne peut pas utiliser et on peut les mettre à disposition. Et c'est tous ces gestes-là, solidaires, en fait les uns accrochés après les autres, qui font qu'au jour d'aujourd'hui, tout jeune qui rentre, c'est simple, ils ont besoin, ils se servent. On n'est pas flic, on n'est pas assistante sociale, on est juste là pour rendre un service et de dire quand il y a des jeunes, l'armoire est toujours systématiquement ouverte, donc sur les produits secs, sur la viande. Alors au début c'est non, je ne mange pas dans la gamelle des autres, il y a plus malheureux que moi, etc. Donc on leur dit, alors c'est quoi? Là voilà, au menu du jour, on a ça, ça. En fait le premier pas, il faut l'accompagner, sans jugement, avec bienveillance, en disant mais regarde ce qu'il y a là, et puis tu vois il y a des lentilles, il y a des pâtes, il y a du... Ah ouais, il y a du sucre. Ah ouais, le sucre, eh bien alors regarde, tiens, prends le paquet de sucre. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et cette solidarité-là, elle se fait aussi interjeune. Et c'est ça qui est le plus fabuleux, où on arrive à cette petite histoire de fin, c'est qu'en fait, on a des jeunes
qui, quand ils arrivent, on fait livrer les paniers solidaires avec le secours populaire où tous les 15 jours, ils peuvent bénéficier d'un panier contre 2 €. Certains n'ont pas de voiture et le secours populaire n'a pas d'arrêt de bus non plus à Yzeure, donc où ils ont comment on appelle ça, des bus à la demande et que c'est un peu compliqué pour un étudiant qui est en cours par exemple à l'IRSA, assistant social ou étudiant qui commence à 8h et qui finit à 18h. Et en fait, on a fait livrer quelques paniers. Et en fait, on a des jeunes, quand ils arrivent, eh ben, ah, ça, j'aime pas, c'est pas bon. Et ils remettent dans l'armoire. Ah, ça, je suis pas très cool, mais par contre... Et en fait, ça se fait automatiquement. Et ceux qui n'aiment pas reposent. Ceux qui partent en week-end et qui ont la chance de regagner les parents, arrivent au pige et disent, ben voilà, je pars en stage, est-ce que je peux mettre mes produits? Et ça se fait d'un naturel assez fou. Je trouve que cette solidarité-là, parce qu'on a des jeunes qui sont malgré tout pétillants, qui ont des projets, ils viennent de traverser, comme tout le monde, une période assez compliquée, mais en tout cas, ils sont dans cette notion d'aide et d'entraide. Et on dit que la solidarité, en fait, elle existe de fait, et sans avoir à pousser l'un ou l'autre. Et ce qu'on arrive à faire avec Amalia maintenant dans cette structure-là, c'est qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent venir, et tout ce qui se passe au pige reste au pige. On a certains établissements qui nous ont dit, vous en avez combien de chez nous? Qui vient? Ça ne regarde personne. Le jeune qui rentre, en fait, lui, ça lui appartient. S'il a envie d'en parler, il en parle. En tout cas, chez nous, ça reste chez nous. Voilà. Et solidarité, donc, pour ceux qui ont des produits qu'ils n'aiment pas, n'hésitez pas, le point information jeunesse, on est ouvert de 11h à 18h, du lundi au vendredi, mais comme le jeune n'est absolument pas calé à l'heure biologique de la porte, nous y sommes le matin de bonne heure, et le soir après 18h, on est à votre disposition, j'ai pris des petites cartes et on est preneur de tout. Eh bien, merci en tout cas, merci. Voilà. Merci pour cette très belle présentation détaillée. En tout cas, on sent la passion et l'envie, en tout cas pour les jeunes. Oui, c'est... Oui, je pense c'est que vrai. J'ai fait 3 minutes là. Peut-être. 3 et 2 secondes. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, alors il n'y a pas de questions, j'ai dépassé mon quota, je suis désolée. Bon, on pourra prolonger dans le cas, oui Camille. Juste des questions, en fait, tu parlais de tes voisins que tu as connus grâce au système dans la vie, mais je rends honneur à mes anciens. À ta superbe collaboration et cette belle action que nous avions fait, c'est vrai. C'était bien qu'ils participent aussi. Oui. Est-ce que tu as des contacts avec, on va dire, les vendeurs du centre-ville, type Monoprix, etc. Est-ce que vous récupérez des choses là-bas ou c'est encore un peu complexe de rentrer avec ce genre de grosses boîtes? Non, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Mais nous, on a peur de rien, donc on va les frapper à toutes les portes. Et effectivement... Parce qu'ils ont l'obligation, normalement, de faire des dons à des associations. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment respecté, mais sur ce genre de choses, ils pourraient peut-être vous aider ou... Il y a une supérette aussi pas très loin vers le Fontenoy. Enfin, je suppose. Non, parce que tu vois, on a déjà, donc nos voisins ont eu vraiment un a priori hyper favorable. Et puis après, on a un souci, mais il ne faut pas trop le dire parce que j'ai pas envie d'en partir, mais c'est que nos locaux commencent à devenir petits, en fait. Il y a 12 ans, il était adapté, il était fonctionnel. Maintenant, on est à 20 000 passages par an, donc c'est énorme. Et puis certains, ben voilà, ils ont besoin de rien, ils passent dire bonjour, ils ont besoin de quelque chose, on est payé pour leur répondre. Donc en fait, l'un dans l'autre, notre stockage, on tasse, et là, d'une structure d'accueil, de point information jeunesse, on est devenu une petite épicerie qu'on a essayé de faire un peu confidentielle. Et en termes de locaux, voilà. Mais on est hyper bien placé. Et donc tu peux nous confirmer que c'est pas du tout la mairie, là, c'est une association qui vous finance, vous dépendez de qui? Alors. C'est moi, ça va. Alors, le point information jeunesse a été monté il y a 12 ans par la volonté municipale d'une convention d'objectifs avec l'association Ville Thaïs. La particularité de notre structure, c'est que nous, on est géré par une association qui est Ville Thaïs. Nous sommes 2 salariés. Amalia, qui est le salarié de Ville Thaïs, qui est conseillère en économie sociale et familiale, et moi, qui suis cadre de la fonction publique, où j'ai pris une mise à disposition pour travailler auprès de Ville Thaïs. Et l'objectif, on a une convention d'objectifs avec la ville qui est signée maintenant tous les 3 ans, où en fait, on se doit d'atteindre ces objectifs. L'avantage énorme que l'on a, c'est qu'en fait, l'associatif nous permet de fonctionner comme on veut. L'objectif, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Qu'une collectivité territoriale, je dirais que c'est un tout petit peu plus rigide et on a moins de souplesse dans le fonctionnement.
Parce qu'on a nos collègues, par exemple, de Montluçon qui sont territoriales, nos collègues de Ghana qui sont territoriales. L'associatif nous permet vraiment, d'en fait, faire tout type d'action. Potentiellement. Enfin bref, on va pas partir sur des débats. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas été réclamé non plus. Hein. On s'en aperçoit au quotidien que ça devient trop petit, mais on n'a pas réclamé non plus. Parce que tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. En tout cas, merci, bravo. Voilà, merci. N'hésitez pas à prolonger les questions dans le cadre de l'apéritif, d'accord? On va laisser, oui, je me rapproche, Pauline, je me fais gronder. On va laisser la parole, j'avais annoncé une dernière pitch, non, il y a encore une autre personne, je suis désolé. Vous êtes arrivé à l'une des premières et vous serez la dernière à passer. Madame Auclair, donc pour l'association Ladater, donc qui est située à Couzon, et donc je vais vous donner la parole. Hein, donc vous avez le temps nécessaire, puisque comme vous avez pu le comprendre, chacun peut dépasser son temps. Je vais essayer de faire court, bonsoir. Voilà, son créditant, donc voilà, vous pouvez vous mettre là. Allez-y. Je vais vous présenter Ladater, qui est une association d'éducation à l'environnement, qui va fêter ses 30 ans en 2022. Donc il y a 30 ans, il y a les créateurs, les fondateurs de l'association qui avaient des préoccupations, on va dire écologiques, qui ont fondé cette association. Nous sommes basés à Couzon. Nous avons un jardin-refuge au Verdre où on accueille énormément de scolaires pour faire des animations nature. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'éducation à l'environnement? C'est d'une part connaître la faune, la flore, comprendre des écosystèmes. Le mot écologie est totalement trahi, galvaudé, il ne veut plus rien dire, mais c'est ça, hein, c'est comprendre comment ce qu'on identifie comme faune et flore va s'organiser ensemble. Et puis c'est aussi les comportements citoyens, c'est-à-dire comment on comprend qu'on doit protéger, qu'on a quelque chose à protéger, et du coup comment on se comporte pour essayer de protéger bien. Qu'est-ce qu'on fait chez soi, comment on s'habille, comment on trie ses déchets, etc. Comment on cultive son jardin, et si on n'a pas de jardin, qu'est-ce qu'on met sur son balcon éventuellement. Donc on a 3 salariés, 2 animateurs nature, et une animatrice qui est diplômée en histoire de l'art, qui est sur le versant patrimoine local que Ladater a toujours développé, c'est-à-dire on fait visiter des châteaux, des églises, tout en respectant les convictions de chacun. Ça peut être un moulin, ça peut être un puits, tout ce qui porte un petit peu la richesse du patrimoine local. Et puis je ne peux pas parler de Ladater sans parler du virage qu'on a pris en 2018, à savoir doubler notre mission, notre cœur de métier nature d'un volet culture. En nous installant à Couzon, on répondait à la demande du maire de Couzon, M. de Contenson, qui a eu l'initiative de créer une microfolie. Alors je ne sais pas si certains ont déjà découvert la microfolie de Couzon. Une microfolie, c'est la délocalisation numérique des plus grands musées de France, mais aussi du théâtre, Festival d'Avignon, opéra. C'est-à-dire que M. de Contenson a voulu porter la culture en zone rurale avec des outils numériques assez fabuleux, c'est-à-dire qu'il y a un écran géant, des tablettes tactiles, des casques de réalité virtuelle. Pourquoi il a choisi Ladater pour être dans cette affaire? Parce qu'il a vu une équipe salariée pleine de compétences, d'expertise, et surtout donc notre coordinatrice d'équipe qui est diplômée en histoire de l'art. Donc depuis septembre, vous avez peut-être entendu parler de l'inauguration de la microfolie avec Yann Arthus Bertrand à Couzon, etc. Depuis mi-septembre, on propose des animations nature, on va en forêt, on va à bord de la rivière, on emmène les élèves de l'école dehors, en plein air, découvrir tout ça, mais aussi dans notre catalogue maintenant d'animation, on propose des animations culturelles. Ça peut être une démarche artistique de tel ou tel siècle, la vie d'un peintre, une œuvre en particulier, bref, c'est à l'infini. Donc Ladater a été choisi par M. de Contenson pour faire ce travail sur le versant animation. Parce qu'il propose aussi, mais je ne vais pas parler pour la municipalité de Couzon, il propose aussi des temps, plutôt le week-end, où vous pouvez arriver à l'improviste. Alors, il faut peut-être passer un coup de fil à la mairie avant, hein, mais en tout cas, vous êtes en visite dite libre. Et la visite libre, c'est-à-dire que sur l'écran défilent des œuvres, et si vous avez accès à une tablette tactile, quand une œuvre vous plaît, vous pouvez vous isoler et avoir toute une arborescence d'œuvres, de compréhension des œuvres, tout ça gratuitement, dans un petit village qui est très joli, où a ouvert un restaurant qui s'appelle le Bistrot du Musée. Donc tout ça a créé une sorte de dynamique qui est assez sympa.
Et la DATER est là. Alors, il est évident que cette partie culturelle prend une importance, c'est exponentiel parce que la lisibilité de l'inauguration fait que le téléphone sonne beaucoup, mais notre cœur de métier reste quand même l'initiation à l'environnement et les préoccupations, on va dire, écologiques, dans le bon sens du mot. Voilà. Merci Madame Auclair. Y a-t-il des questions pour compléter la présentation, cette belle présentation? Au niveau même de la microfolie, de la DATER, enfin voilà, hein, comme vous l'avez compris. Faites une rando en forêt, téléphonez à la municipalité de Couzon pour voir, prendre une petite place devant l'écran, et puis vous allez après manger le plat du jour au bistrot. Voilà, oui, parce qu'il y a maintenant il y a un bistrot qui a été, réinvesti, c'est ça. Ce monsieur qui voulait installer un restaurant dans le coin a choisi Couzon parce qu'il y avait la microfolie. Donc c'est vraiment une dynamique qui s'est installée. Et puis je crois qu'il y a même il y a des couchages à l'étage. Il a fait deux petits gîtes, oui. Deux petits gîtes, donc il y a possibilité de venir. Moi j'ai eu l'occasion de les visiter en avant-première, et c'est vrai que c'est un très très beau lieu. Au cœur du Bourbonnais, hein, on est à 20 minutes de Moulins à peu près, donc en allant sur l'Urcy-Lévis, je crois, c'est ça, hein? Oui, vous passez Montilly, puis Montilly, ça fait 15 km. Voilà. Et un très beau site d'ailleurs, avec un bel espace autour, donc il y a le côté naturel, un village qui a bien été réinvesti, et il a mis 360. En tout cas, c'est un exemple de volonté politique de faire quelque chose pour offrir un service aux gens, c'est-à-dire que vous pouvez voir des œuvres sur 10 mètres carrés d'écran. Alors imaginez les enfants qui débarquent, voilà, c'est quand même super. C'est ça ma question. Est-ce que les écoles, de par l'éloignement à 15 minutes, 15 km, est-ce que écoles et interventions... Oui, il y a des écoles qui viennent de tout le département. D'accord. Ça les freine pas à partir du moment où ils peuvent financer le transport, c'est OK. Et tout est adapté, d'ailleurs même la salle des fêtes a été refaite. La salle polyvalente avait été refaite. Donc il y a vraiment un cadre... Il y a un dynamisme dans cette commune qui est assez remarquable, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de rendre accessible aux ruraux des choses. Alors évidemment, vous pouvez dire, moi je fais Google Images et puis j'ai les Noces de Cana, la Joconde et compagnie. Sauf que c'est complètement différent, parce que d'abord ça fait du lien entre les gens. Notre animatrice a créé un club senior. Donc vous avez plus de 60 ans, vous pouvez aller au club senior avec Pascal Moulin. Et c'est génial parce que tout le monde partage ses souvenirs de visites de musées, de cours d'art plastique au collège ou au lycée. Et ça crée plein d'échanges sans jugement sur, bon on va pas parler des goûts, mais oui, tout ce qui peut concerner l'histoire de l'art. Avec du matériel très très performant, de haute qualité. Hein. Voilà, l'écran, très, vous pouvez voir, là vous avez l'impression d'être par exemple au Palais des Glaces ou au Centre Beaubourg, enfin c'est somptueux. Et vous avez des tablettes en plus. Et les premières microfolies ont été installées dans des grandes villes comme Dubaï, Berlin, New York, etc. Et la Villette s'est dit, c'est très bien ça, mais il faut qu'on aille sur des petites villes. Et Christophe de Contenson, le maire, a eu écho de cette info par quelqu'un, mais complètement par hasard. Il a dit, ils veulent des petites villes, et ben moi j'y vais. Il y est allé, il a décroché toutes les subventions qu'il a demandées, et voilà. Évidemment, on devait ouvrir en mars 2020. Vous comprenez pourquoi on a ouvert en septembre 2021. En tout cas, merci. Merci de votre présentation. Donc, comme vous le voyez, voilà plein de belles initiatives en local, très diverses et variées, mais qui touchent évidemment le thème d'aujourd'hui, la transition. On peut le voir tant au niveau de l'emploi, de la biodiversité, de l'environnement, du seconde main, on va dire, voilà, et puis du recyclage de matériel, l'obsolescence programmée, on en parle beaucoup. Donc voilà, et puis des initiatives solidaires à Moulins. Voilà. Donc l'objectif des Opéros, c'est cela, c'est de pouvoir mettre en avant des initiatives du territoire, de montrer qu'ici il y a des choses qui bougent. Souvent on entend dire à Moulins, il n'y a jamais rien, il ne se passe rien. Eh bien non, c'est faux, la preuve. Donc l'objectif, c'est à travers ces événements-là, de continuer à prêcher la bonne parole, je dirais, et même au niveau de la région Auvergne. Donc on va continuer ainsi. Si vous avez des idées, des initiatives, c'est aussi le moment, une question particulière ou une actu à donner, c'est aussi le moment, ne vous gênez pas. On est preneur et puis on relaie très régulièrement sur les réseaux et la com habituelle ces éléments-là. En tout cas, et puis si certains ou certaines d'entre vous souhaitent s'impliquer aussi sur
l'animation des EP Rose. Voilà, moi je suis évidemment preneur, hein, c'est pas l'événement de Gilles Boireau, l'objectif c'est qu'on puisse le dupliquer sur d'autres territoires, d'autres endroits à Moulins, bien au contraire. Là, bon, on a des ouvertures avec la ville de Moulins maintenant qui va peut-être nous permettre aussi d'organiser ces événements-là. C'est à chaque fois ciblé sur des thématiques. Donc on va essayer de travailler aussi sur le tourisme, sur la culture. Voilà, il y a plein de thématiques à travailler, sur l'entrepreneuriat féminin notamment. Voilà, donc sur plein d'actions en local. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cet événement. S'il n'y a pas de questions particulières ou s'il n'y a pas d'actu, vous pouvez lever la main, hein, vous ne gênez pas notamment, hein, c'est l'objectif. Le temps qu'on replie un petit peu le matériel, on vous convie à un petit apéritif plus ou moins dînatoire offert par Marc Auvergne qui vous permettra de prolonger l'échange. Donc vous pouvez, voilà, hein, merci. Donc voilà, le temps de ranger un peu le matériel et on vous accueille, on vous offre un verre. Merci encore. Ah non, j'ai pas. Ah non. Bon, vite fait, hein, je l'ai parlé. Ah ouais. Ouais, mais. Plus en. Ouais, mais peut-être que les gens, mais ça les intéresse.